Et parmi ces thématiques, il y en a une qui est celle de l'emploi et de l'insertion. Et c'est cette thématique que nous avons décidé ce soir de mettre en valeur, autour notamment de présentations d'intervenants. Mais aussi, c'est vrai que l'emploi, l'insertion, ce sont des dispositifs, ce sont des chiffres, ce sont des données, on en entend beaucoup. Mais l'insertion et l'emploi, c'est aussi de l'humain derrière. Ce sont des parcours de vie, ce sont des expériences. Et nous avons souhaité justement mettre en lumière ces parcours, mettre en avant les partenaires qui l'ont permise, mettre en avant ceux qui l'ont vécu également. Donc c'est pourquoi nous aurons un ensemble de témoignages tout au long de cet événement, à la fois de jeunes, de moins jeunes également. Mais voilà, nous essayons de rythmer par des témoignages depuis la salle. Je le précise, les grands rendez-vous de manière générale et cette soirée en particulier est l'œuvre d'une équipe qu'il convient de valoriser, de mettre en avant. Donc, ça a été notamment permis par Sylvain Galdeano, directeur de l'urbanisme et de l'entreprise et de l'économie, pardon. Bonsoir Sylvain. Saïd Aleg, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est responsable du pôle économie. Saïd, tu es un agent de l'ombre, tu ne te mets pas en avant. Bonsoir Saïd. Mais également, ce sont de nombreuses chargées de mission. Il y a Latifa, Amélie, Émilie, Ludivine, Victoire, Mariem. Et nous avons également un ensemble de partenaires. Vous en découvrirez certains lors des différentes interventions. Nous avons également Philippe Delamarzel, qui est élu à la CCI, un des nombreux partenaires qui permettent justement de faire vivre l'emploi et l'économie sur Vénissieux. Bien. Ce que nous vous proposons, c'est tout d'abord une première intervention de M. Ben Mabrouk, donc, qui est adjoint notamment en charge de l'emploi, de l'insertion, du développement économique. Alors, juste si on peut changer de diapositive, s'il vous plaît. Puisque, comme je l'ai dit, ce sont notamment des temps d'échange que nous souhaitons. Et nous vous proposons donc soit de prendre la parole directement depuis la salle quand le moment sera venu. Et nous proposons également d'utiliser un outil numérique, puisque voilà, nous sommes aujourd'hui connectés. Alors, les petits aléas du direct, il faut juste changer de diapositive. Bref, quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que les noms des intervenants s'afficheront, vous aurez un QR code. Donc pour celles et ceux qui sont habitués, je vous inviterai à scanner ce QR code. Pas d'inscription, rien du tout. Vous tombez sur une plateforme qui vous permet de poser des questions auxquelles j'ai accès directement sur ma tablette. Parce que voilà, des fois on a des choses intéressantes à dire et pour autant on n'ose pas forcément s'exprimer devant un public et devant plusieurs personnes. Voilà. Donc si on peut remettre, voilà, c'est ce QR code qui apparaîtra souvent. N'hésitez pas à le scanner, à poser plein de questions et puis j'essaierai lors des échanges, comme je disais, d'interagir avec nos intervenants. Voilà, je ne serai pas plus long. Donc, Monsieur Ben Mabrouk, bonsoir déjà, merci d'être avec nous également. Vous allez un peu nous présenter un peu le contexte justement de cette soirée, et également faire un peu le bilan, puisqu'il y a de nombreuses choses qui sont faites sur Vénissieux. Monsieur Ben Mabrouk, bonsoir. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, on va évoquer le bilan du service économie sur l'année 2022. Donc, je suis en charge de l'emploi, de la formation, de la relation avec l'entreprise et de l'insertion. Donc, viendra par la suite une intervention de mon collègue Nicolas Porret, en charge du commerce et de l'économie sociale et solidaire. Bien, on voulait vous proposer tout d'abord de faire un bilan, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont là, il y a des chefs d'entreprise qui, dans un deuxième temps, viendront signer la charte coopératif d'engagement avec la ville de Vénissieux. On s'est proposé pour l'instant, pour démarrer plutôt, de vous faire un premier bilan de 2022. Donc on va parcourir très rapidement donc, le suivi du plan de mandat 2020-2026, l'emploi et la relation avec les entreprises, les clauses sociales, l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle et alternance. Ça a été évoqué sur la table ronde précédente. Donc sur le suivi du plan de mandat 2020-2026, les engagements. Engagement 61, soutenir les créateurs et l'artisanat par l'organisation d'un salon annuel valorisant les savoir-faire locaux. Engagement 111, mieux valoriser les artisans vénitiens et les formations menant au métier de l'artisanat, notamment dans la journée vénitienne des métiers de l'emploi. Engagement 112, utiliser toutes les potentialités de la charte de coopération pour valoriser sur les territoires, favoriser les stages, la découverte des métiers. On y reviendra. Engagement 113, pas un collégien sans stage. Premier contact avec le milieu de l'entreprise, première difficulté.
Engagement 114, continuer à encourager l'installation d'entreprises sur le territoire par des actions innovantes. Engagement 121, créer un poste de conseiller en insertion professionnelle au sein des services de la ville. La plupart de ces engagements ont été réalisés ou sont en cours. Alors, l'emploi et la relation avec les entreprises. Donc, sur une initiative de Madame le maire, il nous fallait un outil pour renforcer le contact avec les entreprises locales. Donc, nous avons développé différentes actions pour favoriser l'emploi local. Il y a à peu près 30 000 emplois sont recensés dans la commune de Vénissieux. La journée vénitienne des métiers et de l'emploi donc, a lieu tous les ans, le 3e jeudi de mars. Elle a réuni 800 demandeurs d'emploi et 72 exposants étaient présents, dont 55 entreprises, 9 organismes de formation et 8 partenaires. J'en profite pour saluer tous les partenaires de l'emploi, le Pôle emploi, la mission locale, les organismes d'insertion et les organismes de formation. Au sein de ces instances, nous avons créé un groupe emploi de façon à être plus réactif et de diffuser les offres au sein de ce groupe emploi. Notamment, nous avons également participé à différentes actions, Shop ton job, job dating, donc mensuel. On a évoqué tout à l'heure la Cité de l'Emploi pour ceux qui étaient présents. Donc, Madame le maire vient de donner, à travers la prise de parole de Madame la préfète, la Cité de l'Emploi va être renouvelée. Donc, on l'a vu tout à l'heure, 20% des ménages vénitiens donc, sont issus de familles monoparentales. Donc, la Cité de l'Emploi travaille sur cette thématique. Au niveau des clauses sociales, ce qu'on peut dire, au-delà des chiffres, c'est que la plupart de ce qui se construit sur Vénissieux a des clauses sociales, de façon à favoriser l'emploi en insertion de Vénitiens. Donc 254 personnes ont travaillé dans le cadre de ces clauses sociales, dont 105 Vénitiens, 72 femmes et 65 résidents en QPV. Sur l'insertion professionnelle, donc, nous avons inauguré donc, la maison de l'emploi de Vénissieux, qui est devenue le même temps l'antenne MMIE, donc, sur le site de la Manu Village, à l'AFPA. Nous avons tenu les premières assises de l'insertion, justement pour travailler cette connexion entre les organismes d'insertion et cette difficulté parfois à mobiliser les publics à travers les clauses sociales. Et puis, nous avons une action innovante qui s'appelle la tête et le cœur, une expérimentation d'un parcours accompagné à la dentelle. Cette expérimentation vient d'être reprise par la MMIE. Sur l'aspect formation en alternance, donc, nos pratiques ont évolué. Nous allons directement au contact des publics, donc ce qu'on appelle la démarche aller vers. Donc, nous communiquons sur tous les dispositifs de l'alternance et de la formation qui existent sur le territoire ou sur les territoires Porte du Sud. Nous voulons accompagner au plus près. Nous capitalisons et valorisons l'alternance et les parcours des publics. Et nous développons avec les entreprises et les centres de formation du territoire dans l'optique de répondre aux évolutions du marché. Concrètement, ça a donné plus de 1500 contacts directs. Je parle par le service économie. Donc, bien sûr, la mission locale, le Pôle emploi, les organismes d'insertion font leur travail. Plus de 200 personnes ont été accompagnées. 58 personnes ont trouvé un emploi. 28 personnes ont trouvé une formation. 36 personnes ont obtenu un contrat en alternance. Et 80 personnes ont trouvé un stage niveau 3e jusqu'à Bac plus 3, Bac plus 4. Un grand merci à M. Benabrouk, effectivement, pour cette présentation. Alors, effectivement, je vous resubtilise la télécommande. On a pris le parti, effectivement, de ne pas
vous inonder d'informations, de chiffres, mais pour autant c'est important de rappeler ce qui existe sur le territoire, ne serait-ce que pour soit vous en informer, soit nous le rappeler. On vous propose maintenant une table ronde avec différents intervenants qui vont nous permettre justement d'avoir une vision un peu transversale sur l'emploi à Vénissieux, sur l'emploi de la jeunesse à Vénissieux. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir accueillir donc Féréole Palot, directeur du Pôle emploi de Vénissieux. Féréole, venez me rejoindre. Également, je vous propose d'accueillir Martial Guiguet, directeur de la mission locale de Vénissieux. Bonsoir Martial. Et nous allons également accueillir Antoine Bayard, directeur associé de Columbus Café. Bonsoir Antoine, merci à tous les trois d'être avec nous. Alors Féréole, je vous propose de commencer avec vous. Bon, on n'a dit pas trop de chiffres, mais peut-être c'est important d'en rappeler quelques-uns. On entend plein de choses sur l'emploi. On va faire un peu zoom sur l'emploi à Vénissieux. Comment il se porte l'emploi à Vénissieux? Alors oui, justement, on m'a dit pas trop de chiffres, donc volontairement, il y en aura peu. Néanmoins, on constate quand même que l'emploi sur Vénissieux va en s'améliorant. Alors, il s'améliore d'un point de vue du nombre de personnes qui retrouvent un emploi, hein, c'est-à-dire qu'on a une baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Il s'améliore aussi du point de vue du nombre d'entreprises qui viennent s'implanter à Vénissieux. Alors, je vais développer un petit peu ces deux éléments. La baisse du nombre de demandeurs d'emploi, elle est très visible, par exemple, sur le chômage des jeunes. On a un taux de chômage des jeunes aujourd'hui à Vénissieux qui est inférieur à ce qu'on a connu avant le Covid. On a un taux de demandeurs d'emploi longue durée qui a baissé de 14% sur un an. Donc c'est quand même particulièrement important. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de constater que cette baisse, elle est plus importante à Vénissieux que dans le reste du département. Moi, j'aime bien comparer justement Vénissieux avec le reste du département. Ça nous permet de voir justement, est-ce qu'à Vénissieux, l'emploi se porte mieux, se porte moins bien, est-ce que ça va plus ou moins vite? Et donc, en comparant avec le reste du Rhône, on se rend compte que justement, il y a eu une accélération de la baisse du nombre de demandeurs d'emploi, et notamment les demandeurs d'emploi de longue durée. Super, alors juste peut-être avant de parler de parcours de vie comme on l'a dit, Martial, ce que je vous propose c'est de faire un petit focus de votre point de vue en tant qu'acteur mission locale, l'emploi de la jeunesse à Vénissieux, comment il se porte? Bonsoir à tous. J'aimerais en fait intervenir, mais faire le lien aussi avec ce qui s'est dit avant et qui était très intéressant. Alors je ne sais pas si les mêmes personnes sont actuellement dans la salle et est-ce qu'ils étaient dans le débat précédent, mais parce que ça a été très intéressant avec l'intervention donc d'une jeune femme qui nous a parlé de son parcours. Ce que je voudrais dire, moi, par rapport aux jeunes qui fréquentent en tout cas la mission locale et essayer de généraliser à la jeunesse, c'est que je crois que la jeunesse est malheureusement victime un petit peu d'un amalgame qui est fait. On a évoqué tout à l'heure les événements des banlieues au cours du débat, des débats qui ont pu avoir lieu à l'issue et pendant ces événements. Il a été régulièrement, je dirais, parlé d'une jeunesse délinquante. Et je trouve que c'est très réducteur. Au moment de la crise sanitaire, on a parlé de la jeunesse étudiante. On en a pour preuve l'intervention de cette jeune femme qui a exprimé avec passion, et d'ailleurs c'était passionnant son intervention, ses difficultés à trouver un contrat en alternance. Et donc au moment de la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de la jeunesse étudiante. Et on a parlé au moment des émeutes de la jeunesse délinquante. Et comme l'a évoqué Djilmen Babrouk, en parlant des actions de Aller Vert, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une jeunesse qui devient aussi invisible. C'est celle qui, justement, pendant la crise sanitaire, travaillait. Et dans certains secteurs, chauffeurs-livreurs, la logistique, le commerce, la distribution, les ATSEM, les aides-soignantes. Et donc, la difficulté, je pense aussi, de la jeunesse actuellement pour trouver de l'emploi, c'est justement d'arriver à se décoller de cet amalgame qui est fait. Et donc, je pense,
et j'en terminerai là pour que vous puissiez avancer dans votre animation, je pense que effectivement, comme l'a évoqué cette jeune femme dans le cadre de sa recherche d'alternance, c'est compliqué. Mine de rien, c'est compliqué pour les jeunes de s'insérer professionnellement, mais pour autant, je reste convaincu que contrairement au discours qui peut être tenu, il y a quantité de jeunes et les jeunes ne sont pas dans un refus de travailler, ni dans des logiques d'éviter ou d'aller forcément sur des parcours parallèles. Alors, ce que vous dites est très intéressant. Effectivement, il y aura des parcours de jeunes, notamment, comme on l'a dit. Vous avez dit, si j'ai bien noté, au regard de toutes ces images, ces idées reçues qu'il y a sur la jeunesse, c'est à la jeunesse de se décoller. Donc c'est aux jeunes de faire encore plus d'efforts ou c'est aussi peut-être à la société économique, enfin je pense aux entreprises notamment et à d'autres acteurs, de faire l'effort aussi de s'ouvrir peut-être? Alors je ne veux pas parler à la place des entreprises, mais pour être à la mission locale depuis fort longtemps, la démarche de la mission locale a toujours été de faire se rapprocher les entreprises et le public qu'on recevait, sachant que je crois quand même qu'il peut y avoir des a priori des deux côtés et qu'il y a un travail qui doit être fait des deux côtés. Nous, à la mission locale, notre rôle, c'est aussi c'est d'accompagner les jeunes, mais aussi d'accompagner les entreprises dans leur recrutement. Donc, quand je parle que les jeunes ont besoin de se décoller, ce que j'ai plutôt voulu dire, c'est que je crois qu'à certains moments, on leur colle une étiquette. Et il y a des jeunes, pour reprendre l'expression, qui deviennent invisibles, alors qu'ils sont soit en emploi, soit ils manifestent de manière très vive l'envie de travailler. Et on en a eu pour preuve le discours très passionnant, je le redis, de cette jeune femme, avec toutes les difficultés qu'elle rencontre. Parce que les jeunes rencontrent effectivement ce genre de difficultés. Au-delà de la maîtrise de savoir, de techniques de recherche d'emploi. Après, c'est tout le boulot de préparation qu'il convient de faire. Alors du coup, ça fait la transition parfaite avec Antoine. Donc en tant que, je le redis, directeur associé de Columbus Café, vous avez des valeurs fortes et une philosophie, une politique, si j'ai envie de dire, justement en termes d'insertion, notamment auprès des jeunes. Voilà, en écho un peu de tout ce qu'on vient de se dire. Aux jeunes, j'ai envie de leur dire, ne partez pas perdants. C'est la bonne première impression. Aujourd'hui, on a recruté 4 personnes et on a signé un contrat d'alternance juste sur la première impression qu'on a eue de la personne en face de nous. Effectivement, vous entendez, c'est compliqué, on vient d'un quartier où c'est compliqué de trouver un contrat en alternance, etc. Ne partez pas perdants. Du boulot, il y en a. Et alors, c'est pas que nous. Vous avez peut-être des a priori, nous aussi. Mais une bonne première impression est hyper efficace quand vous cherchez un boulot. Voilà, c'est vraiment... on ouvre là, nous, 3 Columbus cette année. On a des CV. N'oubliez jamais qu'un sourire, un regard, c'est déjà 80% de fait. Et après, on discute. Donc, ne partez pas perdant quand vous cherchez du travail, que vous ayez 16 ans, comme on vient de recruter Saïd dans notre Columbus de Vénissieux, ou que vous ayez 50 ans. Ne partez pas perdant. Voilà. Du coup, Ferrol, ça peut être intéressant aussi de reprendre la parole, puisque, alors je vais vous lancer la pierre de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on entendait dans la présentation précédente, dans la table ronde de la conférence, qu'être à Vénissieux, c'est peut-être plus difficile justement. Est-ce que les difficultés qu'on constate pour les jeunes, vous les constatez aussi pour les adultes? Et après, peut-être faire la transition avec des parcours, puisque dans votre métier, vous rencontrez beaucoup de gens, beaucoup de parcours. Oui, bien sûr. Alors, ces difficultés qu'on rencontre pour les jeunes, elles sont aussi valables pour les adultes. Justement, pour rebondir sur ce que disait Awa tout à l'heure dans son témoignage, oui, nous, on constate aussi que effectivement, les jeunes Vénitiens doivent fournir plus d'efforts pour accéder à l'emploi, justement pour, premièrement, lutter contre ces barrières.
qui ne sont pas forcément évidentes, mais aussi parce que parmi les jeunes vénitiens, l'accès à la formation est peut-être moins évident aussi que dans certains autres milieux, et quand on a moins accès à la formation, on a peut-être aussi un réseau familial qui est moins facilitant. C'est vrai que dans certains quartiers de Lyon ou de la périphérie, quand on est jeune et qu'on a des parents qui travaillent dans certaines entreprises, c'est beaucoup plus facile de trouver un stage. Donc, voilà. Donc déjà, effectivement, on part avec cette barrière-là. Néanmoins, et pour rebondir sur ce que disait Antoine, le fait de ne pas partir perdant, justement, déjà, c'est la première pierre à l'édifice, parce que moi, justement, j'ai des tas d'exemples de parcours réussis. Par contre, ces parcours, ils ont été réussis parce que le jeune ou le moins jeune a accepté de s'embarquer dans un parcours, de franchir des étapes, d'y aller petit à petit, et en fait d'arriver au succès. Alors justement, si j'ai encore quelques minutes, bien sûr, allez-y, je vous en prie. justement des exemples. Alors justement, pour partir sur quelqu'un d'un petit peu moins jeune, moi j'ai l'exemple de Gaëlle. Alors Gaëlle qui n'a pas pu se libérer justement parce qu'elle travaille. Et Gaëlle, en fait, au début où on l'a rencontrée, elle ne travaillait pas depuis très longtemps. Hein, ça faisait plusieurs années qu'elle était au RSA. Elle avait enchaîné des petits boulots alimentaires, auxiliaires de vie, vendeuse, mais je dis alimentaire, pas dans le sens où ce sont des métiers qui ne sont pas valorisés, juste parce que c'est pas le métier qu'elle souhaitait faire. C'est pas le métier qui, elle, lui tenait à cœur. Elle s'est arrêtée complètement de travailler pendant 3 ans pour élever ses enfants. Et elle a suivi un parcours d'insertion avec un contrat aidé. Donc voilà, sans rentrer dans le détail de ces mesures-là, c'est un contrat qui a été aidé, sur lequel l'entreprise qui l'a embauché a été incitée de mettre en place un parcours de tutorat, mettre en place un parcours de formation, mettre en place un parcours de développement des compétences. Et donc Gaëlle, à l'issue de ce contrat de 8 mois, elle est ressortie déjà rassurée par rapport à sa propre capacité à obtenir un emploi, parce que quand on n'a pas travaillé depuis longtemps, la première chose qui va baisser, c'est la confiance en soi. Donc déjà, elle a été rassurée. Deuxièmement, elle a remis à jour ses compétences. Elle a remis à jour une ligne d'expérience sur son CV. Et également, elle a été accompagnée à trouver un emploi par la suite. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Gaëlle, aujourd'hui, justement, elle ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'elle a trouvé un travail de secrétaire médicale dans un cabinet médical sur Vénissieux. Et justement, assez récemment, elle nous a donné de ses nouvelles pour nous dire qu'elle s'était vue confier des missions plus intéressantes. Elle avait été augmentée. Voilà. Des exemples comme celui-ci, alors vous voyez, j'ai pris quelques notes avant de venir, j'en ai d'autres. Le fil conducteur, c'est vraiment, encore une fois, la durée. J'ai aussi l'exemple de Jounaïd. Alors, je prends des vrais prénoms, mais de personnes qui ne sont pas dans la salle, comme ça, voilà, il n'y a pas de... Personne ne sera mal à l'aise. Jounaïd, en fait, alors moi j'ai pris connaissance de sa situation via le pôle économie. Hein, c'est Saïd qui m'a mis en relation. Et en fait, quand Saïd m'a parlé de lui, Jounaïd était un peu en rupture. C'est quelqu'un qui était intéressé par les métiers du bâtiment. Il a fait quelques expériences, il avait été manœuvre. Il avait tenté une première fois de passer ses CACES, parce qu'il voulait être grutier. Et puis ça n'avait pas marché. Et il avait un petit peu tout envoyé promener, en se disant que ce n'était pas pour lui et justement qu'il n'y arriverait pas. Et au moment où Saïd m'a contacté, Saïd m'a dit « Ce jeune, il y a quelque chose vraiment d'intéressant à faire avec lui. Il n'arrive pas à trouver de formation, il n'arrive pas à avancer. » On a trouvé la formation qui lui convenait. Il a passé le CACES pour devenir grutier. Il est allé jusqu'au bout de la formation, il a tenu. Ce n'était pas forcément évident. Et derrière, justement, il a pu se faire embaucher. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille. Il a pu se faire embaucher. Par contre, effectivement, on repasse par plusieurs étapes. Il faut accepter de se dire, quand on veut être grutier, c'est un métier aujourd'hui dans le bâtiment qui paye plutôt bien, qui est plutôt valorisé. Mais par contre, il faut accepter de commencer manœuvre, de commencer par se faire recruter et donc par ce fameux premier sourire dont parlait Antoine, de passer plusieurs étapes, de passer un CACES, donc de retourner un petit peu en formation. Mais au final, ça paye. Merci. Alors, j'en profite pour refaire un petit zoom sur Slido. Il paraît que les jeunes générations sont tous équipés d'un téléphone portable, donc je vais vous demander, si vous voulez bien, de scanner le QR code. N'hésitez pas, il n'y a que moi qui ai accès à vos témoignages, mais comme on l'a dit, c'est vraiment un temps d'échange, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Voilà, donc n'hésitez pas à scanner le QR code.
On vous propose peut-être un premier temps d'échange, et pour le lancer, j'ai une question qui arrivait justement sur Slido. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est lié. Avant, on avait une conférence sur le logement, et quelqu'un demande, le problème numéro 1, justement, c'est le logement. Quel accompagnement localement pour permettre aux jeunes travailleurs d'accéder à un logement décent et bon marché? Et c'est souvent, en fait, accéder au logement, c'est aussi accéder à l'emploi. Alors peut-être, oui, Monsieur Ben Mabrouk. Et puis ce serait intéressant de vous entendre aussi, messieurs, sur à quel point la problématique de l'emploi, mais d'abord, Monsieur Ben Mabrouk. Contrairement à ce qu'on pense, la difficulté d'emploi, ce n'est pas uniquement une question de formation, hein. Il y a tout un tas de difficultés connexes ou annexes, hein. L'accès au numérique, le logement, la santé. Donc toutes ces thématiques, peut-être, contribuent à avoir une difficulté à trouver un emploi. Donc si on n'est pas très stable dans sa vie courante, effectivement, on se sent moins en confiance pour aller chercher un emploi. Donc c'est un aspect important. Donc c'est pour cela que la ville a quand même participé avec la mission locale sur cette thématique de logement. Et puis je vais peut-être laisser Martial y répondre. Oui, exactement. La mission locale de Vénissieux donc, intervient, juste pour faire un petit zoom quand même sur les missions, intervient sur les jeunes de 16 à 26 ans, moins un jour, donc 25 ans révolus. Et elle a la particularité, et c'est une particularité sur la métropole, au sein des 10 missions locales de métropole, c'est qu'on porte un service logement. Et effectivement, très récemment, la ville a soutenu particulièrement la mission locale et son service logement afin qu'on puisse étoffer notre service qui est composé de 2 salariés, assistante sociale et conseillère en économie sociale et familiale. Et là, sur ce service, nous accueillons, il y a une extension de l'âge de prise en charge, nous accueillons les 18-30 ans. Alors pour répondre un petit peu à la question, c'est vrai que l'insertion sociale, comme l'a dit Gilles Ben Mabrouk, l'insertion professionnelle, ça n'est pas qu'une histoire de CV, une histoire de lettres de motivation et d'entretien d'embauche, c'est toutes des problématiques périphériques, des difficultés que rencontrent les jeunes. La particularité des missions locales, c'est aussi d'intervenir depuis leur création il y a 40 ans. On a le même âge que la politique de la ville, d'intervenir sur la globalité des problématiques. Et donc, j'ai dans l'équipe référent de santé, culture, parrainage pour lien avec les entreprises. Et j'ai la particularité d'avoir et la chance d'avoir un service logement. Alors effectivement, ne pas avoir de toit sur la tête, c'est une difficulté. Ne pas avoir d'emploi, c'est une difficulté pour trouver un logement. Et les choses s'entrecroisent et il y a un effet miroir. Donc il est bien évident que trouver un logement, c'est très important. Pour les jeunes que nous accompagnons, on s'aperçoit que bien souvent, on les accompagne sur un parcours vers l'autonomie. Mais l'autonomie par le logement, j'ai presque envie de dire que c'est la touche finale. Ceci étant, on sait bien, et au service logement, les salariés qui sont, et les collègues qui sont dessus sont confrontés à ça. On sait bien que, on a parlé tout à l'heure des revenus sur certains quartiers de la ville, du taux de pauvreté, de la précarité. Il est bien évident que la difficulté qui se rajoute et qui est supplémentaire dans la recherche de logement, c'est effectivement la solvabilité. Et donc tout le travail consiste à arriver à trouver la bonne proposition en fonction des revenus, en fonction d'une situation professionnelle qui peut évoluer, mais qui a un point de départ un petit peu compliqué. Et j'en terminerai en disant que le fait d'avoir au sein de la mission locale, dans les locaux de la mission locale, ce service logement, ça présente un autre avantage, c'est les passerelles que ça crée entre les salariés du service logement qui peuvent interpeller, accompagner en parallèle
les conseillers de la mission locale qui, eux, vont être plus sur le volet insertion professionnelle et échanger sur l'avancée des parcours, notamment vers l'emploi, des solutions qui peuvent se dégager et qui peuvent permettre l'accès au logement. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir directement depuis la salle? Bon, alors je sais, c'est toujours impressionnant, mais croyez-moi, nous sommes très sympathiques. Ah, super, monsieur. Alors, est-ce qu'on peut... Saïd, merci de bien lever votre main bien haut, comme ça, Saïd vous voit bien. Voilà, monsieur souhaite intervenir. Bon, alors, si ça vous va, juste une petite règle, on se présente, comme ça on sait voilà, qui on est et ce que l'on fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, Éric Poisson, je suis le directeur du magasin Ikea. Et simplement, le constat sur le logement, il est tel qu'aujourd'hui, on arrive à des situations où on a des personnes qui sont obligées d'arrêter de travailler parce qu'elles n'ont pas les moyens d'assumer, on va dire, tous les à côté, c'est-à-dire la nounou, c'est-à-dire la garde, c'est-à-dire la cantine, etc. Et qui sont obligées d'arrêter de travailler parce qu'elles ne trouvent pas de logement, soit à proximité du magasin, soit voilà, des logements beaucoup trop éloignés. Et donc le poids de tout ça fait qu'elles sont en grande difficulté, notamment les mères seules. Et on est quand même... on a eu 2 cas extrêmes dernièrement de personnes qui étaient en moyenne autour de 2 000 € et qui ont eu le plus grand mal à pouvoir trouver un logement, tout simplement, parce qu'elles se sont retrouvées seules avec 1 ou 2 enfants. Et donc, il y a cette problématique, effectivement, de trouver un emploi. Mais une fois qu'on a un emploi, comment le pérenniser quand on est dans des situations très compliquées comme ça? Et face au logement, on est souvent, nous, face à un mur. On essaie de les accompagner autant qu'on peut. On a contacté la mairie de Vénissieux, on a contacté des associations, mais ça reste vraiment le parcours du combattant. Et alors je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, mais aujourd'hui c'est la réalité de beaucoup de jeunes travailleurs, notamment parents isolés. Et voilà. Et il y a vraiment un grand pas à faire dans ce domaine. Merci, je ne sais pas si ça appelle une réaction. Oui, Martial, bien sûr. Oui, simplement vous dire que vous évoquez la difficulté du logement et en même temps vous évoquez une autre problématique qui est le problème de garde d'enfants, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est encore une autre difficulté qui doit être prise en charge. En revanche, pour ce qui est de vos salariés confrontés, alors vous disiez vous avez été obligé de vous en séparer? Non, elles sont toujours en contrat. C'est les personnes qui ont demandé à arrêter. Parce que moi, ce que je peux vous répondre là de façon très directe, c'est que il faut surtout ne pas hésiter à contacter la mission locale alors avec la restriction de l'âge qui est qu'au-dessus de 30 ans, on ne prend plus en charge, mais autrement, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à contacter la mission locale pour que les salariés qui se retrouveraient dans votre entreprise dans des difficultés d'accès au logement ou de maintien dans le logement, parce que l'intervention, c'est la recherche, l'accès et le maintien, hein, c'est aussi ça. Je vous dis, n'hésitez pas à téléphoner à la mission locale pour qu'elles aient un rendez-vous et un accompagnement par notre service logement. Monsieur Ben Mabrouk. Oui, tout à l'heure j'ai évoqué la Cité de l'Emploi qui va être renouvelée. On l'a relevé, hein, cette difficulté, cette thématique. Hein. Donc c'est pour ça que la Cité de l'Emploi a été axée sur l'accompagnement des familles monoparentales, effectivement avec toutes les problématiques de garde. Donc c'est quelque chose qu'on travaille avec certains organismes, avec la CAF, et on essaye de trouver des solutions. Au sein de la ville, il y a aussi le périscolaire, pouvoir emmener son enfant avant une certaine heure de prise des cours. Donc, et voilà, et d'essayer de développer aussi des crèches. Je donne juste un exemple. Au dernier forum de l'emploi, lorsqu'on a fait avec les organismes d'insertion, au sein de cette même salle, eh ben, pour valoriser nos actions, eh ben, on a proposé aux familles
qui rencontraient les organismes d'insertion de venir avec leurs enfants et on a mis une crèche éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye de travailler cette question et puis c'est une question qui est complexe hein, parce que c'est vrai, moi j'ai du mal à répondre aux gens qui ont des difficultés. Il ne faut pas que nous on suppose des difficultés et parfois il arrive aussi qu'il y a des freins aussi internes et on a fait un groupe de travail avec des femmes seules qui avaient pu lever ces freins et qui avaient rassuré, parce que voilà, il faut aussi rassurer les gens et qui leur ont donné un message aussi positif, on peut y arriver. Donc du coup, il faut travailler sur tous les champs et voilà, c'est au cœur de la Cité de l'Emploi à Vénissieux. Alors, on arrive progressivement au terme de cette réunion. Il commence à avoir des questions hein, au terme de cette table ronde, en tout cas, la réunion va continuer. On reçoit des questions. Il y en a une que j'ai trouvée intéressante sur, encore une fois, l'image collée aux jeunes. Quelqu'un disait, l'étiquette qui est collée aux jeunes de Vénissieux n'est pas seulement un amalgame, pour faire écho à ce que vous disiez, Martial, mais une image stéréotypée. Donc je comprends comme quelque chose d'encore plus fort et de plus ancré, ce qui n'est pas normal. Du coup, Antoine, vous, dans votre politique et dans votre stratégie d'emploi, vous souhaitez donner leur chance aux jeunes. Pourquoi avoir fait ce choix? Et je vais me faire provocateur, est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que c'est pas Risqué de donner la chance à ces jeunes? Je sais pas, peut-être. Je pensais que vous allez me dire non, parce que justement, c'est votre stratégie. Non, j'en sais rien. Non, on se pose même pas la question. D'accord. En fait, alors moi je suis lillois. Déjà, je connaissais pas bien Lyon. C'est vrai que quand on a ouvert à Vénissieux, on m'a dit oula, tu vois, Vénissieux. Bon, on a ouvert notre premier magasin, on a une super clientèle et on a une super équipe qui est plutôt stable. Donc en termes d'étiquette, moi ça m'allait bien. Hein. Donc jeune, pas jeune, enfin je risque, pas risque. Oui, il y a toujours un risque, mais on préfère dire oui. Et le risque, pour le risque, il y a une période d'essai. Il y a, on préfère se dire, on donne la chance, on voit, on accompagne, et s'il y a un risque, on arrête. Et voilà, mais on aura essayé. Et les jeunes vous le rendent, j'imagine. Et les jeunes nous le rendent, mais chez nous, on parle de pépites. Et des pépites, effectivement, on a beaucoup d'échecs, ça c'est certain. Il y a des jeunes qui n'y arrivent pas. Mais on prend le temps et on a des pépites qui viennent. Enfin, Ferréol le sait, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, mais on a fait des recrutements à nouveau, moi je ne connaissais pas bien, mais j'ai des jeunes qui viennent des Minguettes, des trucs comme ça, mais on a vraiment des pépites qui nous accompagnent depuis 2, 3, 4 ans dans nos Columbus qui sont top. Donc l'étiquette, moi je ne la connaissais pas bien. Si elle reste ainsi, ça me va très bien. On continue comme ça. Donc. Voilà, je n'ai à nouveau pas d'a priori, et comme je le disais tout à l'heure, ne pensez pas que l'employeur a un a priori tout de suite parce que vous venez de tel endroit, tel quartier. Non, si vous arrivez en disant bonjour, en regardant dans les yeux, et que vous suivez ce qu'on va vous demander de faire, et qu'on s'accroche ensemble dans cette mission, très bien, on y va. Hein. Et les pépites, c'est exclusivement des jeunes dans vos valeurs, ou ça peut être des un peu moins jeunes? Anna, notre prodeuse en chef à Vénissieux, qui gère la production de 2 magasins, 45 ans, séparée, 3 enfants. Voilà, elle est là depuis 4 ans. Et alors là, elle nous quitte, parce que grâce à son salaire aujourd'hui, elle a pu trouver une maison, mais qui est très loin de Vénissieux. Donc elle nous quitte, mais pour des bonnes raisons, donc ça nous va très bien. Sephora et Sadia, elles sont 4e année de médecine, 4e année de kiné. Elles sont avec nous depuis 4 ans. Elles habitent aux Minguettes. C'était leur papa, à chacune respectivement, qui était venu me voir en disant est-ce que vous embaucheriez ma fille? Très bien. Aujourd'hui, elles ont peut-être 21 ou 22 ans. Voilà, pépite quoi. Donc, il n'y a pas d'âge pour il n'y a pas d'âge. C'est pour ça tout à l'heure, je disais, tout à l'heure, on a embauché Saïd qui a 16 ans, qui est en échec scolaire, et on sent que c'est cadré avec les parents derrière. On prend. Et puis, ça sera peut-être un échec, mais ça deviendra peut-être une pépite. Juste Ferrol, je ne sais pas si vous souhaitez réagir un peu à tout ce qui se dit, parce que côté Pôle emploi, vous avez une vision globale. Justement, moi je tiens à dire que les employeurs comme Antoine de Columbus, en fait, je rencontre régulièrement, et des employeurs qui justement se préfèrent se dire je vais donner sa chance aux jeunes justement qui a pris le temps de venir passer un entretien. Ils sont assez nombreux, et au contraire d'ailleurs, ils prennent moins de risques à recruter quelqu'un qui a fait une bonne impression en entretien, plutôt que de prendre le risque justement de trop s'arrêter sur des stéréotypes et de ne pas recruter. Donc voilà, des employeurs, j'en rencontre régulièrement. Pour nous, c'est un véritable allié.
C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'employeurs avec lesquels on aime bien travailler parce qu'on sait très bien qu'on peut les appeler en leur disant voilà, moi j'ai le CV de tel jeune ou moins jeune. Ok, il n'a pas forcément les bons diplômes, il n'a pas forcément tout ce que vous avez mis sur votre annonce. Par contre, nous on pense que ça vaut le coup de le prendre. Par contre, on ne dit pas à l'employeur, je vous ai trouvé la pépite du siècle, mais on arrive à avoir ce rapport de confiance qui fait que l'employeur va accepter de jouer le jeu, de le laisser. Et bien souvent, ils reviennent, donc c'est que ça fonctionne. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment, quelque part, se dire que le seul risque qu'il y a, c'est de ne pas essayer. Et je pense que justement pour les jeunes qui ont tendance à eux-mêmes se freiner, parce qu'on parle de l'étiquette que les employeurs peuvent mettre sur les jeunes, mais nous on l'entend régulièrement aussi en entretien, des jeunes qui vont se dire mais ce métier-là il n'est pas pour moi, telle entreprise elle n'est pas pour moi, aller bosser à tel endroit de Lyon c'est pas pour moi. Et en fait justement là ils se mettent une barrière, mais finalement la seule chose qu'ils risquent en faisant ça, c'est justement d'échouer. Alors que si jamais ils postulent, si jamais ils vont passer un entretien dans l'entreprise pour laquelle ils pensent qu'ils ne sont pas faits, dans le pire des cas, ça ne marche pas. Mais encore une fois, la plupart des réussites, derrière, cachent un nombre incalculable d'échecs. Donc je pense que voilà, il ne faut vraiment pas arrêter de persévérer. Alors, moi, je vais mettre un petit bémol. Parce que quand on veut traiter un problème, il faut regarder aussi la réalité. Et c'est vrai que plus on monte en termes de niveau de compétences et de diplôme, plus vous avez ce plafond de verre. On l'a vu avec le témoignage de Hawa. Donc elle a un bac plus 2, bac plus 3, elle veut aller dans les ressources humaines, et là vous avez un plafond de verre. Voilà. Donc du coup, nous, ça nous a amené aussi à se remettre en question. Peut-être que sur certains métiers, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, effectivement, il y a une opportunité supplémentaire pour trouver du travail. Mais quand on veut franchir une compétence supérieure, quand on est jeune diplômé, on a cette difficulté. Alors nous, on n'est pas restés les mains comme ça. On a lancé quand même une opération financée par la ville avec Mosaïque RH sur cette problématique d'accompagnement des jeunes diplômés. On a pu lever des freins parce qu'on était accompagné par une structure qui avait des réseaux. Et plus on monte, vous savez, on démarre le stage de 3e, il faut avoir du réseau. Et quand vous êtes en haut, il faut avoir du réseau. Et entre-temps, il faut se débrouiller. Donc du coup, voilà, on a fait cette expérimentation avec Mosaïque RH, et c'est vrai que voilà, il faut être accompagné par des structures, et c'est tout aussi les difficultés qu'on rencontre. Super. Alors, vraiment désolé, mais j'ai un timing. Alors très rapidement, Martial, s'il vous plaît. Juste un mot pour dire que il y a les jeunes diplômés et il y a les jeunes qui ne le sont pas. Sans bombarder de chiffres, puisque c'était un peu la consigne, je voudrais simplement dire que le taux de chômage des 15-29, il est de 16%. Pour les non-diplômés, il est de 34%. Et quand on réside en QPV, il augmente encore. Donc, quand on parle de difficultés d'accès à l'emploi, il faut aussi parler des jeunes qui, dans leur parcours scolaire, le parcours scolaire ne leur a pas permis d'obtenir un diplôme. À la mission locale, au 27 septembre, sur les 682 jeunes qui sont venus s'inscrire pour la première fois, on en a 51% qui ne sont pas diplômés. Et là, ça nous renvoie à des problématiques de qualification et de formation. Et l'accès à l'emploi, c'est, comme vient de le dire Gilles Benbrook, la montée en compétences, l'acquisition de compétences. Et quand j'évoque l'accès à l'emploi et que je parle de formation, je veux dire que je regrette, au fil des années à la mission locale, d'avoir vu des parcours de formation qui permettait d'être un vrai levier pour l'insertion, disparaître. Parce qu'il y a quand même quantité de jeunes qui ont besoin de vrais parcours de formation. C'est une garantie supplémentaire. C'est je dirais, une garantie aussi pour les employeurs qui ne prennent pas que des diplômés Bac plus 2, Bac plus 3. Donc, l'important, c'est de n'oublier personne. Quand on parle des jeunes, c'est pour ça que j'ai voulu faire en introduction, mais peut-être que c'était maladroit, le discours politico-médiatique qui oppose, en fait, qui parle d'une jeunesse étudiante et d'une jeunesse délinquante. Et
au milieu des tas de jeunes qui sont en emploi ou sont en accompagnement vers l'emploi, avec la difficulté de la qualification qui vient aussi se rajouter. Merci pour ces éléments, parce qu'on me glisse dans l'oreillette qu'il faut qu'on accélère. Donc du coup, un grand merci à tous les quatre pour cette intervention. Plein de choses à dire, mais effectivement, on a plein de choses aussi à vous montrer. Merci messieurs, je vous invite à rejoindre vos sièges. Et je vous propose qu'on passe effectivement à la suite, puisque comme on l'a dit, on cherche à valoriser des expériences de vie, des témoignages. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite vidéo de jeunes qui vont parler de leur parcours, et puis après, on aura d'autres jeunes qui monteront sur scène et qui ont gentiment accepté de le faire. Donc là, on lance la vidéo. Le service économie de la ville de Vénissieux vous propose de découvrir le récit de 4 Vénitiens inscrits dans un parcours de formation découverte métier d'une alternance. Rêve, réalité, réalisation. Alors au début, je voulais faire un BTS en gestion des petites et des moyennes entreprises, sauf que je n'avais pas trouvé d'alternance tout de suite. Donc ensuite, pendant 1 an, j'ai été à la recherche d'une alternance. C'était assez compliqué. Et ensuite, j'ai rencontré le service économique à la mairie de Vénissieux et l'espace Pandora qui m'ont aidé à travailler sur mon CV, ma lettre de motivation. Et j'ai pu travailler aussi les entretiens en faisant des stages d'éloquence. Là, je me sens bien, je me sens confiante et un peu plus déterminée qu'avant. Donc du coup, moi de base, j'ai fait un lycée général. J'ai obtenu un bac scientifique. Après cela, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique à Lyon 1. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai passé des concours et me voici en école d'ingénieur. Et moi, je travaille dans le domaine du cyclotron. En gros, c'est un accélérateur de particules pour créer en fait des réactions radioactives nucléaires pour obtenir les produits souhaités pour faire les médicaments. Donc moi, j'ai connu le SMV grâce à un grand de chez moi qui m'a beaucoup parlé du service militaire volontaire. Au début, j'étais pas trop convaincu, mais en voyant que ça allait m'aider dans mon avenir, c'était comme un tremplin pour moi. Et aujourd'hui, j'en suis très fier. Donc j'ai fait un bac général à la Xavier. Et c'est vrai qu'au début, avec ce bac général, j'avais prévu de partir dans une licence pour faire des études bancaires. Et justement, j'ai découvert, en me renseignant un peu sur les BTS, qu'il y avait possibilité de faire de l'alternance. Et j'ai dit que ça, par contre, c'était vraiment pour moi. Et j'ai trouvé le BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel, où là, j'ai tout de suite matché avec ce BTS. Le message, c'est de donner à notre jeunesse des opportunités. On a différents dispositifs qu'on essaye d'accompagner sur la ville, de façon à ce que notre jeunesse et des gens un peu moins jeunes puissent avoir des opportunités d'insertion professionnelle et d'emploi. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir l'envie et de réussir, surtout avoir l'envie de réussir. De ne pas lâcher, de demander de l'aide parce qu'on n'a pas forcément les bons outils ou les bonnes clés. Il faut surtout pas abandonner, il faut justement quand ça va mal, il faut redoubler d'efforts. Alors, le message que j'aurais à passer, c'est que finalement, rien n'est impossible. Il suffit juste en fait d'avoir un brin de motivation. On peut le faire. C'est pas parce qu'on a 30, 40, 50 ans qu'on peut pas le faire. Voilà du coup pour pouvoir effectivement valoriser des parcours de jeunes. On vous propose d'en découvrir 3 nouveaux. Donc je vais demander s'ils veulent bien venir me rejoindre à Nicolas Lava et Marwan de venir sur scène. Alors, allez-y, Lava, tu peux venir. Marwan et Nicolas, merci à tous les deux. Alors je vous propose de les applaudir pour commencer. Parce que c'est pas un exercice facile et qu'ils ont gentiment accepté de s'y plier. Donc merci d'être avec nous ce soir. Ce que je vous propose, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on dit. Quel parcours vous avez eu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous? Quelles difficultés? Est-ce que ça a fait un peu écho à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure? Je ne sais pas qui veut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, moi c'est Marwan Chine. Donc, je remercie le pôle économie de la ville de Vénissieux de m'avoir convié à cet événement. Mon parcours professionnel, écoutez, j'ai effectué un bac littéraire au lycée Lumière.
Suite à cela, j'ai effectué une double licence parce que j'ai toujours été intéressé par les littératures françaises et tout ce qui sont les métiers du digital. Donc j'ai fait une licence en lettres modernes à l'Université Lyon 2 que j'ai obtenue en 2021. Et ensuite, j'ai effectué un bachelor en marketing communication que j'ai effectué en alternance et c'est ce qui m'amène aujourd'hui, c'est cette alternance qui m'amène aujourd'hui à parler devant vous. Cette alternance a été effectivement très compliquée, enfin ça a été compliqué de la trouver. Donc pour ce faire, j'ai intégré un dispositif qui s'appelle les entreprises éphémères. Donc, alors ce dispositif, comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui n'a pas vocation à créer du chiffre d'affaires. En fait, c'est une sorte de coopérative où cette année, l'année où j'ai participé, ça a été uniquement des jeunes et des moins jeunes. Et voilà, donc nous étions tous en coopération. Le but étant de trouver soit un stage, soit une alternance ou un emploi. Et donc c'est grâce à cette entreprise éphémère que j'ai pu trouver mon contrat en alternance chez une entreprise qui est spécialisée dans la construction d'accessoires automobiles. Et avant cette alternance, j'ai effectué un stage de 2 mois en tant qu'assistante communication aux HCL à la Croix-Rousse. Donc ça a été cette expérience qui a mis le plus en lumière les compétences que j'ai acquises. Donc je remercie Carole Trapani qui est chargée de communication aux HCL, qui m'a accompagné durant tout le long de ce parcours. Donc comme je l'ai dit, ça a été une expérience qui a été très valorisante parce que j'ai pu effectuer plusieurs reportages, notamment pour les Journées européennes du patrimoine ou pour les mères donneuses de lait. Donc c'est un service qui s'appelait le Lactarium. J'ai été aussi recontacté pour effectuer plusieurs reportages photos pour les médecins, le bloc opératoire et différents services de l'hôpital. Et donc pour en finir, du coup, j'ai obtenu mon bachelor cette année et actuellement je suis en recherche d'emploi. Voilà. Merci Marwan. Je propose de commencer, d'enchaîner avec toi là-bas. Bonsoir. Donc bonjour, moi je m'appelle Lava Kalou. Alors moi je suis sortie d'une licence administration économique et sociale donc à l'Université Lumière Lyon 2. Et quand je suis sortie, c'était en période de Covid, donc c'était assez compliqué de rentrer sur le marché du travail. Donc en fait, moi je me suis inscrite à la mission locale. Donc j'ai eu ma conseillère, donc Karine Moiroux, qui m'a beaucoup aidée parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai essayé beaucoup de choses et c'était la principale difficulté que j'avais, c'est que c'était vraiment flou. Mais au final, c'est via un programme dans lequel je me suis inscrite avec Mosaïque RH que j'ai fait la rencontre de Saïd Alek, qui lui m'a recommandé auprès d'une entreprise d'insertion qui s'appelle l'entreprise école. Donc j'ai effectué un stage de 2 semaines qui s'est très bien passé et qui s'est du coup conclu par la signature de mon alternance. Donc ma première année en alternance, j'ai fait assistante d'exploitation, donc je suis en master management, commerce et entrepreneuriat. Et aujourd'hui, donc je commence ma 2e année. J'ai évolué dans mon poste, donc maintenant je suis responsable marché public et privé, et en même temps ça fait 6 mois que je suis chargée de mission à FEST. Donc voilà, donc je suis très contente. Et voilà, je tiens à remercier quand même ma directrice parce qu'elle m'a donné la chance d'être là où je suis aujourd'hui. Merci Lava. Nicolas. Bonsoir tout le monde. Alors moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Nicolas Brosse de la Borde, j'ai 24 ans et je suis actuellement adjoint administratif à la crèche familiale de Vénissieux. Donc je vais parler brièvement de mon parcours. Donc j'ai commencé en fait avec des études plutôt commerciales. J'ai commencé avec un BTS MUC, Management des unités commerciales, et j'ai poursuivi avec un bachelor commercial marketing et communication. À la suite de cela, en fait, j'ai voulu changer de branche, expérimenter des choses nouvelles. J'ai fait pour cela une mission de service civique, car je m'intéressais à l'intérêt général, voilà, dans le milieu culturel. Donc, c'était au Petit Chanteur de Lyon. Donc, voilà, c'est une chorale de jeunes. À la suite de cela, j'étais un peu désorienté, je ne savais plus trop quoi faire. J'ai entrepris des démarches avec Pôle emploi notamment, donc plein de dispositifs, de stages, de formations. J'ai participé à des forums qui m'ont de fil en aiguille amené à un dispositif qui vous a été présenté plus tôt, qui s'appelle la tête et le cœur. Donc pour pas trop rentrer dans les détails, en fait la tête et le cœur, c'est un dispositif qui est
comment vous dire, qui a été présidée en fait par une dirigeante d'entreprise. Et l'objet, en fait, c'était à la fin de la semaine de mettre en relation des entreprises avec des parcours de jeunes, donc de jeunes et de moins jeunes. Et vu que moi, en fait, je ne savais pas trop quoi faire, on m'a mis en relation avec la ville de Vénissieux. Et après, on m'a appelé pour une opportunité professionnelle. Et du coup, après, j'ai été adjoint administratif du coup, à la crèche familiale. Super, un grand merci à tous les trois. Bon, j'aurais plein de questions à vous poser, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus intéressant que ce soit la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? J'ai envie de dire, on a des jeunes, profitons-en. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Est-ce qu'on a des questions aussi sur Slido? Alors moi, du coup, j'aurais quand même une question pour faire le lien avec ce qui a été dit. On a dit que la notion de parcours et donc de durée, ça demande de la motivation. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas abandonné? C'est quoi? Comment on la trouve-vous l'énergie pour ne pas abandonner? On peut commencer par toi, Nicolas. Alors moi, personnellement, j'avais une principale contrainte quand j'étais en recherche d'emploi, c'est tout simplement qu'il me fallait un salaire, tout simplement pour payer mon loyer et mes charges. Du coup, j'ai entrepris les démarches que je vous ai dit. Et du coup, après, quand on m'a appelé, sollicité pour participer au programme La Tête et le Cœur, j'ai pas hésité. Et après, donc, de fil en aiguille, voilà, après, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Donc, nécessité a fait loi pour toi. Du coup, toi, ça s'est passé comment? Comment on trouve la motivation de continuer? Moi, ma motivation, c'était mes parents. Parce on est venu en France, j'étais toute petite, donc ils ont travaillé toute leur vie pour que j'ai la chance avoir une chance, tout simplement. Et du coup, c'est pour eux. Et après, bien sûr, il y a l'aspect financier. Et aujourd'hui, par contre, c'est vraiment les projets que j'ai et que j'ai envie de réaliser. Donc, c'est ça ma motivation aujourd'hui. Alors, moi, ma motivation, ça a été durant elle a toujours été présente, mais elle s'est mise en lumière, notamment lors des entreprises éphémères, puisque en fait, c'était un dispositif où en fait, on s'entraide entre jeunes. Et j'ai en fait adoré aider mes collègues à trouver une alternance, à se mettre en valeur, à se mettre en lumière, à mettre en lumière leurs compétences. Et je pense que ça peut paraître un peu orgueilleux de dire ça, mais c'est vrai que j'ai confiance en moi. On sait ce qu'on vaut. Finalement, on n'est pas que des CV, on est des humains. Et on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut donner à l'entreprise. Et c'est vrai que de l'autre côté, une entreprise ne sait pas forcément ce qu'on peut leur donner. Et c'est ce qui est un peu frustrant. Mais quand on a de la confiance en soi et qu'on sait ce qu'on peut donner, c'est ça la motivation. Moi, c'est ce qui m'a motivé en tout cas. D'accord. J'aurais du coup une autre question aussi par rapport à ce qu'on a entendu. Est-ce que vous avez l'impression que cette image stéréotypée, cet amalgame qui est fait de la jeunesse, vous la ressentez encore plus en habitant sur Vénissieux ou pas? Personnellement, ce stéréotype, je ne l'ai pas spécialement ressenti. Je parle vraiment pour moi. Après, il suffit vraiment de se donner les moyens. Il faut avoir l'envie d'avoir envie. Il ne faut pas vraiment s'arrêter aux stéréotypes. C'est pas parce qu'on vient de Vénissieux que voilà, on ne va pas faire d'études. Je ne catégorise pas les personnes qui n'ont pas fait d'études, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on peut pas évoluer dans le domaine. Il faut juste se donner les moyens. Il ne faut pas s'arrêter aux stéréotypes. Ça va? Alors moi non plus, j'ai pas du tout ressenti des stéréotypes de là où je viens. Mais par contre, moi je travaille avec des jeunes qui viennent souvent des Minguettes, etc. Donc c'est vrai que eux, par contre, je le vois qu'ils ressentent ces stéréotypes et que même eux, parfois, ils se mettent des freins. Et c'est assez compliqué. Donc moi j'essaye de travailler avec eux pour qu'ils comprennent que je suis pas là pour être un chef ou de les enfoncer, mais que voilà, je suis là pour les aider et que ils ont leur chance et que je suis là pour leur donner. Et Nicolas? Moi, personnellement, je n'ai pas non plus ressenti de stéréotypes à mon égard. Après, je pense qu'ils existent, il ne faut pas les nier. Tous les jeunes sont différents. Donc, je pense qu'il y a une grande majorité, en tout cas des jeunes de Vénissieux en particulier, qui veulent réussir, qui veulent avoir une ambition dans la vie, tout simplement. Il ne faut pas s'arrêter à ses préjugés, quoi. D'accord, super. Bon, eh bien, un grand merci à tous les trois, encore une fois, d'être venus. Je vous propose de les applaudir à nouveau. Ça fait toujours plaisir. Je vous invite à rejoindre vos sièges respectifs.
Et à nouveau, un grand merci d'être venu vous prêter à cette soirée. Bien, on vous propose maintenant d'enchaîner avec une toute dernière table ronde avant la signature de la charte de coopération qu'on vous présentera à l'issue de ce temps de table ronde, puisque voilà, il y a de nombreux outils qui existent, de nouveaux dispositifs et des expérimentations. Il y en a une qu'on veut mettre en valeur ce soir. Il s'agit de l'expérimentation de territoire zéro chômeur longue durée. Donc je vous propose, si vous le voulez bien, d'accueillir nos prochains intervenants. Donc Nicolas Porret, adjoint au maire. Bonsoir Nicolas. Je vais demander, super, Doriane et Alexandra, merci. Alors je précise quand même, Nicolas Porret, vous êtes adjoint au maire au commerce, à l'économie sociale et solidaire. Vous êtes également président du conseil de quartier Charrière-Max Varel. Exactement. Ouais, bonsoir. Donc Doriane Neveu, je peux te donner votre nom complet. Vous êtes animatrice Auvergne-Rhône-Alpes de ce qu'on appelle TZ ou TZCLD pour Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Bonsoir également. Et Alexandra Franchelin, vous êtes interlocutrice privilégiée à la mission RSE Lyon Métropole et notamment en lien avec Enedis, mais bon, j'en dis pas plus, comme ça vous allez nous expliquer tout ça. Alors peut-être commencer avec vous Nicolas. En quoi est-ce que justement l'expérimentation TZ, on l'appelait comme ça, est importante pour Vénissieux? Quelle est la volonté politique qu'il y a derrière? Alors comme vous avez pu le constater, Vénissieux est un territoire très dynamique, donc dans divers domaines d'activité. Donc on peut le voir à travers l'exposition et aussi à travers les différentes interventions. Donc le développement économique, l'insertion, la formation sont des valeurs qui sont des thèmes qui sont importantes pour la ville. Quand on a découvert Territoire Zéro Chômeur de longue durée, donc qui a débuté en 2016 en France, avec l'habilitation de 10 territoires, notamment celui d'Émergent situé à Villeurbanne, on s'est dit que c'était une solution qui pouvait, un nouvel outil, qui pouvait en fait répondre à une problématique prégnante dans certains de nos quartiers. Donc après, Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est quelque chose qui au final est peu connu, je pense, donc qui est un sujet assez complexe. Donc la volonté de la ville, au-delà de ce sujet, c'était vraiment de pouvoir proposer une nouvelle solution. Et Territoire Zéro Chômeur de longue durée, donc TZ pour les intimes, pour aller plus vite, répondait aux valeurs de la ville. Donc l'objectif, c'était non pas de stigmatiser, on va dire, les demandeurs d'emploi, mais c'était bien de réaffirmer le droit à l'emploi. C'est quelque chose parfois qu'on oublie. Territoire Zéro Chômeur de longue durée va proposer une autre manière d'aborder la problématique. Donc on ne va pas partir de l'entreprise qui va mettre en avant des postes où le demandeur d'emploi va devoir s'adapter, mais on va mettre en adéquation, on va dire, le savoir-faire, le savoir-être des personnes qui sont privées d'emploi, les besoins du territoire, aussi bien des habitants que des entreprises, et après, derrière, on va essayer de créer une entreprise à but d'emploi. Donc je vous laisse imaginer le casse-tête que cela peut représenter. Donc pour arriver à résoudre ce problème-là, on a fait appel un peu à tous les acteurs du territoire, Pôle emploi, mission locale, aussi les entreprises. Donc je vois beaucoup de personnes qui se sont déplacées sur nos CLE, donc les comités locaux, mais aussi aux habitants, parce que c'est un projet qui part des habitants pour les habitants. Donc l'idée, c'était vraiment de les intégrer sur toutes les étapes de création, parce que les entreprises peuvent le dire, la culture d'entreprise est importante et un employé est le meilleur ambassadeur de son entreprise. Donc c'est important aussi de l'intégrer dans ce développement économique. Donc après, on est assez limité en temps et comme vous pouvez vous en douter, c'est un sujet qui est passionnant et qui nécessite beaucoup d'investissement. Je vais peut-être laisser Doriane développer ça et après on reviendra peut-être sur l'évolution de la candidature de Vénissieux, si c'est bon. Doriane, je vous en prie. Donc c'est quoi finalement TZ ? C'est ça. Moi, je travaille à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire parce que ça fait aussi partie de cette démarche-là. Et donc, je représente l'association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée qui est basée à Nantes. C'est vrai que pour donner un peu de hauteur quand même, aujourd'hui, donc, c'est une expérimentation qui vise à intégrer dans la loi un droit à l'emploi qui soit local et qui fasse que chaque personne sur un territoire qui se considère privé d'emploi puisse trouver un emploi adapté. Et donc, comme Nicolas disait, ça a commencé en 2016 avec 10 territoires et aujourd'hui, on est à 58 territoires qui expérimentent ça, qui créent plus de 2000 emplois. Et il y en a 12 en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, moi, j'anime un petit peu cette dynamique-là. Et pour revenir un peu sur ce qu'est le projet en lui-même, il faut rappeler que d'où c'est parti, c'est que même s'il y a plein de solutions et que déjà il faut permettre aux emplois non pourvus d'être pourvus, il n'y a pas assez d'emplois sur le territoire français pour les millions de personnes qui sont au chômage et surtout celles au chômage de longue durée. Donc pour compléter tout ce que les structures d'insertion font, tout ce que Pôle emploi et tous les autres acteurs font, il faut créer des emplois supplémentaires.
Et notamment pour des personnes qui sont souvent oubliées, c'est les personnes privées durablement d'emploi. Et on a pu évoquer des exemples. Gaëlle, qui était évoquée tout à l'heure, ça peut faire partie de ces personnes-là. Et heureusement, elle a pu retrouver un emploi, mais parfois les Gaëlle ne retrouvent pas un emploi. Donc il y a besoin de l'adapter, cet emploi. Et donc c'est ce que fait l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée notamment. À la fois, elle permet de mailler toutes les solutions qui existent sur le territoire pour que chaque personne puisse choisir ce qui lui convient. Et elle crée une nouvelle solution qui est l'entreprise à but d'emploi, qui permet de créer des emplois adaptés à chaque personne en CDI, tous en CDI, à temps choisi. Voilà, pour permettre aussi les contraintes. Et pour montrer aussi à quel point ça adapte l'emploi, il y a une donnée qui est assez marquante parmi toutes les entreprises qui existent aujourd'hui à but d'emploi. Il y a en moyenne 23% des salariés qui sont en situation de handicap. Je ne connais pas le chiffre exact, mais dans les entreprises ordinaires, disons, il me semble que c'est en dessous de 5%, mais d'autres confirmeront. Et c'était des personnes qui en moyenne étaient privées d'emploi depuis plus de 4 ans. Donc ça fait un gros frein aussi là-dessus. Donc voilà, vraiment c'est fondamentaux de nul n'est inemployable dans cette expérimentation-là. Le fait que c'est pas le travail qui manque, parce que si on regarde au niveau très local, il y a toujours des trous dans la raquette, des besoins non couverts ou pas suffisamment couverts. Et on peut créer des activités complémentaires qui ne vont pas faire concurrence avec ce qui existe. Et surtout, la dernière hypothèse qui a fait que ça a pu voir le jour, c'est qu'on est parti du principe que la privation d'emploi coûte plus cher que de créer des emplois supplémentaires. Donc l'État met la main au pot pour financer ces emplois dans ces entreprises-là. Merci. Donc du coup, on a compris ce qu'est l'expérimentation, on a compris la volonté politique de la ville de Vénissieux de le déployer sur son territoire. Du coup, Alexandra, c'est quoi finalement concrètement? À quoi ça ressemble? On a parlé par exemple de EBE, d'entreprise à but d'emploi. C'est quoi? Donc vous allez pouvoir nous faire part d'expérimentation, de projets même que vous avez menés. Oui, alors moi je représente l'entreprise Enedis, le distributeur d'électricité. Et à ce titre-là, j'ai une casquette RSE. Et on est implanté sur le territoire avec une vraie volonté de l'ancrage territorial et d'être un acteur sur l'emploi, sur la formation et sur l'accompagnement des personnes qui sont éloignées de l'emploi. C'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. Et donc cette histoire de l'EBE, moi, m'est tombée un petit peu dessus grâce à une rencontre de Gilles Malandrin, qui est le directeur d'Enjoué, et qui m'a séduite par son projet d'embaucher des personnes très éloignées de l'emploi en fonction de leur rythme, d'adapter complètement la création de son entreprise en fonction de ses salariés et de répondre à un besoin du territoire. Donc c'est grâce à lui qu'on a lancé un premier projet. Et puis je suis allée découvrir Émergent, donc à Villeurbanne, où j'ai été séduite par ce projet innovant, très original, où chaque personne était vraiment acteur de son projet, avec une démarche managériale qui m'a bluffée, parce que tout le monde, tous les lundis par exemple, il y a une réunion de l'ensemble des collaborateurs, mais sans manager. Et c'est un collaborateur qui prend le lead pour faire la parole et pour faire remonter les volontés de chacun. Et donc, en fait, chacun prend confiance, chacun prend sa place pour faire évoluer cette EBE. Nous, en tant qu'entreprise, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des besoins et que l'objectif était de monter en compétence notre territoire pour qu'il soit attractif. Alors, de fil en aiguille, j'ai rencontré ensuite la chef de projet de Rieux-la-Pape, qui est en train de monter le projet aussi de l'EBE. Et on s'est dit, nous, on a une base opérationnelle sur Rieux. Et en fait, il y a des besoins. Donc, on a travaillé localement avec nos collaborateurs qui travaillent sur la base opérationnelle de Rieux, qui ne vivent pas spécialement sur Rieux, mais qui viennent y travailler et à qui on amène cette sensibilité de dire, pour travailler sur un lieu, il faut le connaître, il faut participer à son évolution, à son dynamisme, pour faire en sorte de le monter en compétences et d'être attractif.
Et donc, on a travaillé sur la restauration méridienne, qui n'était pas proposée sur la base opérationnelle de Rieux. On a travaillé sur les vêtements images de marque avec du recyclage envisageable, donc surtout avec l'upcycling. On a travaillé sur un autre projet qui serait de laver les voitures bleues. Et tout ça travaillé dans un milieu de proximité pour toujours cet ancrage territorial. Et ça résonne totalement aussi avec notre passage en entreprise à mission, avec nos 5 piliers agir localement, agir sur le territoire, et puis agir sur l'emploi et la formation des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs. Alors, merci Alexandra. Du coup, ça me permet de faire une transition avec une question qui a été posée et qui mérite une précision. Combien d'emplois ont été créés dans le cadre TZ à Vénissieux ? Du coup, Nicolas, je vous donne la parole, vous allez répondre. En même temps, ça permet de faire le lien sur pourquoi l'utilité pour Vénissieux. Alors, comme on disait au début, c'est une expérimentation. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'expérimentation, il faut candidater. Et Vénissieux, actuellement, est toujours en phase de candidature. Donc, c'est un projet qui est très complexe, comme vous pouvez le constater. On fait appel aussi à tous les acteurs du territoire, entreprises, institutions, habitants. Donc, ça prend du temps. On a eu aussi des petits soucis de recrutement donc, qui nous ont fait perdre un peu de temps. Et actuellement, on repart avec deux AMO, donc 107 et Amri, pour nous accompagner justement sur le dépôt de candidature qu'on espère début 2024. Donc après, tant qu'on n'a pas en fait été retenu au niveau national, on ne pourra pas créer d'emplois. C'est ça aussi la frustration et la difficulté sur ce type d'expérimentation. C'est comment en fait on maintient l'espoir d'une certaine manière, la motivation, l'espoir auprès des habitants. Après, comme vous avez pu le constater, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées sur le territoire avec M. Ben Mabrouk, liées à l'insertion, la formation. Donc il y a d'autres solutions qui sont proposées quand même aux habitants. Ce n'est pas seulement les enfermer dans le projet de la création de l'entreprise à but d'emploi, mais c'est bien en fait leur permettre d'ouvrir leur horizon. Voilà. Donc après, peut-être revenir juste sur le territoire. Oui, je vous en prie, justement. Allez-y si vous voulez, enchaîner comme ça, on enchaîne. Donc en fait, on a fait un travail de maillage précis avec le territoire Léo-Lagrange. Donc l'objectif, c'était en fait de trouver ses forces et ses faiblesses, voir quels étaient justement les trous dans la raquette, où est-ce qu'on pouvait améliorer le cadre de vie des habitants sur des activités forcément non concurrentielles. Donc ça, c'est vraiment important. On n'est pas là pour déshabiller Paul pour habiller Jean. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. Voilà. Merci. Alors, je vais faire une petite transition. C'était pas mon projet de départ. Je suis vraiment content d'être allé jusqu'au bout. Je rencontre encore des difficultés, mais ma motivation est toujours présente. Je vais poursuivre. J'ai tout arrêté, j'ai plus envie. Et puis un jour, on m'invite à une information collective. Et là, je décide de me remettre. Ce sont des verbatims qui ont été extraits de rencontres que Saïd a pu avoir avec ses équipes, notamment avec des jeunes et d'autres moins jeunes, encore une fois. Et c'est intéressant, on a souhaité vous donner cette parole brute, et on a, me semble-t-il, qu'on m'a glissé dans l'oreillette, un témoignage de jeunes. Ça permet de faire une transition. Saïd ? Oui, en effet, on a un petit témoignage, ça serait dommage de passer à côté. Je remercie vraiment tous les jeunes qui sont ici, je remercie vraiment tout le monde, et on ne peut pas ne pas en parler. Je laisse la parole à Mohamed Hamidi, éducateur de la Sauvegarde 69, et ensuite ils vont parler à 2 voix. Et ça va très bien se passer. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Mohamed, je suis éducateur spécialisé de formation. J'interviens sur le plateau des Minguettes pour le service de prévention de la Sauvegarde 69. Alors on est une équipe avec les bataillons de la prévention également. Et donc nous accompagnons pas mal de jeunes sur des questions d'insertion professionnelle. À partir de 15 ans, on est sollicité sur des questions de stage, d'emploi, d'alternance. Et donc avec Saïd Aleg et le pôle économie, on avait construit il y a un petit peu plus de 2 ans les ateliers d'éloquence qui se déroulent pendant les vacances scolaires. Donc on invite des volontaires pendant leurs vacances scolaires pour ceux qui sont scolarisés. Et pour les non scolarisés, ils sont dispo, donc il n'y a pas de souci. Mais ça leur demande de la disponibilité. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que ça existe. Nous avons accompagné énormément de jeunes. Saïd a les chiffres un peu plus fins que moi. Et nous avons accompagné notamment Samy, qui est à côté de moi, dans le cadre de son projet. Il nous avait sollicité parce qu'il est très engagé sur des actions de développement local sur le plateau des Minguettes. Il a notamment participé à la création de la web radio du centre social. Il a participé avec nous sur pas mal d'actions de développement local. Et donc en tant que lycéen et en plus très bon en anglais, il souhaitait s'engager en tant que jeune ambassadeur associatif pour les lycéens et représenter en fait la France auprès des États-Unis.
Étant donné que Samy est plutôt timide, nous, les ateliers d'éloquence, justement, on les a mis en place pour lever certains freins sur l'insertion, notamment liés à la confiance, les codes, la posture. Et en général, donc, il s'agit de jeunes très dynamiques, mais pour lesquels il y a des petites choses à travailler sur le dernier kilomètre, comme dirait Saïd. Et là, aujourd'hui, ces ateliers se sont élargis. On le propose même, on a des candidats qui préparent, par exemple, des oraux. Voilà, parce que ça leur permet d'être un peu plus à l'aise au niveau de l'oralité. Et donc Samy, nous l'avons accompagné sur les stages d'éloquence pour pouvoir travailler sa candidature. Et donc il peut nous raconter ce qu'il a fait cet été. Il a passé toutes les étapes. Il a été recruté par le consulat des États-Unis au printemps dernier, c'est ça ? Et cet été, il a pu représenter la France. Tu peux nous dire où, Samy ? À Washington. Et en Floride. Donc il a pu s'engager aux États-Unis aussi avec des associations. Il était hébergé dans une famille d'accueil pendant 15 jours. Il a pu intervenir... Comment ? 7 jours. 7 jours. Ouais. En tout cas, il est resté 15 jours aux États-Unis. Donc 7 jours en famille d'accueil et le reste, tu l'as passé où ? À l'hôtel à Washington. Et c'était tout frais payé. Peut-être le laisser prendre la parole directement. Ça y est. Il ne sait pas trop quoi dire. Alors en fait, il m'a expliqué qu'il a pu effectuer avec des associations des maraudes en faveur des plus défavorisés. Il est intervenu aussi dans des lycées, c'est ça ? Et par la suite, alors il s'agit d'un engagement d'1 an. Par la suite, en fait, il sera parrainé par l'ambassade américaine. Et du coup, nous, on est plutôt... on va dire, confiant pour son avenir parce qu'il est bien engagé et il est sur un parcours positif. Voilà. Donc on tenait à valoriser cette situation. Merci. C'est l'objectif. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc je vais remercier nos intervenants. Merci beaucoup en tout cas d'être venus témoigner. Alors effectivement, vous l'avez compris, il y a plein de choses qui se font sur Vénissieux. Il y aurait donc plein de choses à dire, mais on n'aurait pas assez d'1h30 pour tout se raconter. Ça tombe bien, l'avantage d'être la dernière intervention, enfin dernier événement de la journée, c'est qu'après il y aura un cocktail, enfin voilà, où on pourra discuter de manière un peu plus informelle. Certains de nos intervenants seront présents, donc n'hésitez pas à les rencontrer.